manger des crevettes, ou manger des sirènes aussi, puisque oui, effectivement, la petite sirène, alors là, c'est le gros drama, c'est le drama Ariel. La petite sirène va être interprétée donc par une actrice afro-américaine. Après le roi lion, Aladdin ou Dumbo, la petite sirène sera aussi adaptée en prise de vue réelle. Et on connaît donc ce matin le visage d'Ariel. Oui, la prochaine petite sirène sera une chanteuse, évidemment, évidemment. On va la voir dans la tête. C'est cette jeune femme à droite, c'est une chanteuse de R&B noire, Hailey Bailey. Alors sur ces images, elle est avec sa sœur Chloé. Pardon, c'est celle de droite ou celle de gauche? C'est celle de droite, celle en bleu. Voilà, elle forme le duo Chloé and Hailey. Elle a 19 ans, c'est la petite protégée de Beyoncé. Donc oui, cette histoire de Ariel, moi je suis vraiment choqué. Il nous avait fait quand même Iris West. Ils nous avaient fait Starfire, ils nous ont fait Jimmy Olsen, ils nous ont fait Mary Jane, donc je tiens à dire solennellement que je suis outré par cette discrimination envers les roux qui sont systématiquement remplacés maintenant dans les dessins animés et que ça commence à bien faire ce racisme systémique envers les roux, d'accord? Et je voudrais que les roux manifestent et se prennent un petit peu en main. Parce que ça ne va pas du tout. Ils nous volent notre travail. Et ça va pas s'arrêter là, hein, parce qu'ils vont tout nous faire. Hein. Ils vont nous faire Robin des Bois en papou, ils vont nous faire Kirikou, Macaulay Culkin, ils vont tout nous faire. J'attends Morgan Freeman, moi qui suis fan de biopic dans le rôle d'Adolf Hitler. Et Tolkien, ils vont le faire, le truc que j'avais fait dans Le Jean Progrès. Le truc de nous mettre des elfes noirs. Après vous avoir toisé quelques instants, le roi des elfes prend la parole. Il ne faut pas rentrer dans ma forêt, non? Pourquoi vous venez chez moi là me chercher des chicotages? Non, vraiment, hein, vous allez avoir des problèmes avec les gobelins. Ce ne sont pas des gens rigolos, ils recherchent la bagarre. Tout le temps la bagarre. Et bien sûr. Et pourquoi alors? Et pourquoi les nains ils seraient petits aussi? C'est scandaleux ça. Pourquoi les elfes ils seraient pas obèses? Enfin bon, ça va être n'importe quoi. Et le pire, c'est la justification de Disney qui est absolument ouf, parce qu'ils disent oui, l'auteur de La Petite Sirène était danois, Ariel est une sirène. Elle vit dans un royaume sous-marin, dans les eaux internationales. Commence à nous emmerder avec des traités, tu vois ce que je veux dire? Et peut donc nager librement où elle veut, même si cela emmerde le roi Triton. Ah, le mec de Combini, là, il est vénère? Merde. Ah, les Tritons, d'accord. Mais juste pour le bien de cette discussion, admettons qu'Ariel est également danoise. Les sirènes danoises peuvent être noires parce que les Danois peuvent être noirs. Ariel peut remonter à la surface avec ses potes Eureka et Sébastien, le crabe jamaïcain, et garder son teint mat. Et les Danois noirs peuvent également génétiquement être roux. Ils sont à moitié en train de te déterrer Gobineau pour aller t'expliquer que c'est possible, alors que c'est une putain de fiction, chose qu'ils disent d'ailleurs eux-mêmes après, donc ils font le pire truc, ils justifient ça en voulant ancrer le personnage de mythe dans le réel, pour finalement te dire que ça sert à rien, puisqu'ils te disent après que c'est un personnage de fiction. Et c'est pas non plus parce que c'est un personnage de fiction que les gens qui vont trouver que ce qui était représenté dans leur enfance, ils ont du mal à changer, que c'est ouvertement des racistes, quoi. Mais c'est ce que dit Paris Match, attention. Paris Match, ils ont dit, si vous aimez pas, vous êtes des racistes, quoi. Alors à titre personnel, j'en ai pas grand chose à foutre de la couleur de peau de l'actrice qui va représenter Ariel dans l'adaptation cinéma réel, si je puis dire. Hein, parce que tout simplement, la petite sirène n'a pas constitué un pilier particulier, hein, ni Walt Disney d'ailleurs, de construction de mon imaginaire d'enfant. Donc j'ai pas véritablement l'impression de voir quelque chose changer ou quelque chose évoluer dans une direction qui me plaît pas. Et puis j'ai toujours trouvé relativement ça étrange, hein, de critiquer les adaptations de dessins animés vers les films, parce que si eux c'est un petit peu comme le Seigneur des Anneaux. Moi je suis fan de l'univers de Tolkien, j'ai adoré lire le Hobbit, et on est tous bien d'accord pour dire que l'adaptation en film, en termes de respect de la matière originale, c'est genre purement et simplement du 0/20. Pourtant ça m'a pas empêché de me les revoir récemment en Blu-ray, simplement parce que si on met de côté l'œuvre originale, on passe un bon moment. Et pour les dessins animés c'est encore pire, hein, puisque même si on a les bonnes couleurs de peau, qu'on a les bons phénotypes, hein, de toute façon on pourra jamais adapter un trait de dessin, hein, en trait réel, et que l'acteur sera jamais véritablement assez ressemblant comparé à l'œuvre originale. Hein, là Akira Toriyama pourrait vous en dire quelques mots. After 42 volumes of comics, 18 movies, and 15 seasons of television, one live-action adaptation will ignore everything people loved about the Dragon Ball franchise. In America's biggest insult to Japanese culture since Hiroshima. Dragon Ball Evolution. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a 3 réactions, 3 profils que j'ai trouvé relativement grotesques. Le premier profil, c'est celui de Jean Nassio, qui est venu hurler à l'appropriation culturelle, comme une sorte de miroir magique à Rokhaya Diallo. Alors, ok, d'accord, appropriation peut-être de ton enfance, mais alors là, à parler d'appropriation culturelle, peut-être qu'effectivement Walt Disney a une place particulière dans ton cœur, mais de là à considérer que cela puisse être un des piliers fondamentaux de la culture française,
Ça me rappelle un peu les mecs qui, à l'époque du Quick Halal, gueulaient parce que leur hamburger américain devenait sans porc. Enfin, je trouve pas vraiment ça très très cohérent. Le deuxième profil qui me saoule, c'est bien évidemment toute la bien-pensance de gauche qui est allée expliquer à ceux qui ressentaient juste une gêne par rapport à ce qu'avait pu représenter le personnage d'Ariel dans leur enfance, qu'ils étaient des vilains racistes xénophobes. Et bien évidemment, la troisième catégorie, ce sont les fameux militants décoloniaux, indigénistes et autres racisés qui n'ont pas pu s'empêcher, pour une large partie d'entre eux, de parler de progrès, pratiquant comme à chaque fois le deux poids deux mesures, car quand cela se passe dans l'autre sens, c'est, vous connaissez la chanson, de l'appropriation culturelle. Et moi, je suis de base contre l'appropriation culturelle, le fait qu'il y ait des gens qui disent, comme Rokhaya Diallo, que quand il y a un blanc qui se déguise en noir, c'est de l'appropriation culturelle, ou que quand une blanche fait des afros, bah, c'est de l'appropriation culturelle et c'est du vol de culture. C'est du mytho, parce que si tu es multiculturaliste, comme ils se prétendent l'être, tu peux pas défendre l'appropriation culturelle, puisque c'est le truc qui met des barrières entre les cultures. Et si tout le monde commence à s'approprier dans un monde réellement multiculturel partiellement la culture de l'autre, vu que tu n'as plus le droit de le faire, plus personne n'échange de culture, donc tu reviens au point mort. Il peut rester qu'un multiculturalisme cloisonné sans échange, ce qui n'est pas du multiculturalisme, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Ou alors, tu as une autre possibilité, tu estimes qu'une catégorie de gens, par des critères qui sont toujours foireux, n'ont pas droit à être aux mêmes règles que les autres, parce qu'eux sont définis comme dominants, et qu'avec eux, il n'y a pas de problème, on a le droit. Et à ce moment-là, en isolant une catégorie de l'individu, il y a un effet de meute qui fait que ça devient de l'expropriation culturelle, et non plus un problème d'appropriation culturelle. Parce que moi, je voudrais bien, à ce moment-là, qu'il y ait du multiculturalisme, comme ils l'entendent, mais je voudrais que ce soit tout le monde à la même vitesse. Et ce que je constate, c'est que quand Cinqua Walls, il fait Lancelot au cinéma, c'est ok. Que quand Jeanne d'Arc, à la fête d'Orléans, elle est incarnée par une Tismé, ce qui est super d'ailleurs, parce que c'est une fête, on s'en fout, et ben c'est génial. Par contre, Antoine Griezmann qui se fait une blackface, bah là, c'est du racisme. Quand t'as une chanteuse qui interdit à des blancs de se mettre au premier rang de son concert, c'est normal. Mais par contre, quand t'as eu, ça c'est délirant, si vous l'avez pas vu, une chorale qui ne comportait qu'un tiers de noirs, s'est vu empêcher, avec l'appui de toute la bien-pensance journalistique, de faire une pièce qui traitait de l'esclavage et en hommage aux esclaves, ils se sont vus interdire de le faire parce qu'ils n'avaient pas assez de noirs et que c'était de l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle est une escroquerie intellectuelle. Elle est invalide dans un système égalitaire. Tout simplement parce que si tout le monde est logé à la même enseigne et qu'on n'a plus le droit d'emprunter la culture de l'autre parce que ce serait se l'approprier, il n'y a plus d'échange culturel. Donc il n'y a plus de culture et encore moins de multiculturalisme. Et si ces gens défendent, soi-disant, l'appropriation culturelle, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'appropriation culturelle, c'est parce qu'en réalité, tout le monde dans leur système n'est pas égal et qu'ils ont décidé qu'il y avait une catégorie de personnes, les blancs, qui eux n'étaient pas soumis à la même enseigne. Dans un sens, c'est le progrès, dans l'autre, c'est du vol. Et que, bien évidemment, cette volonté d'appropriation culturelle, regardez encore la dernière vidéo du Sanglier Sympa qui est un ode aux travaux de René Girard sans le savoir, cette volonté, comme par hasard, de dire qu'il y a une catégorie de population qui est accusée de tous les maux et qui apporte la peste et qui, elle, ne va pas du coup être soumise, qui va être enlevée des règles de la communauté pour pouvoir être désacralisée. C'est un mécanisme girardien de désignation de bouc émissaire et en général, ces désignations de bouc émissaire dans un système correctement ou en tout cas particulièrement politisé et voulu et organisé également par des élites. Et ces élites-là ont décidé de sacrifier, non pas les individus, mais ont décidé de sacrifier ce qui fait partie de la culture commune, qui certes aux États-Unis est moins qu'en France, mais qui est quand même blanche, ont décidé de sacrifier cette culture-là sur l'autel du multiculturalisme mondialisé, et cette expropriation culturelle consiste au fait de dire que la culture blanche n'est pas la culture blanche comme la culture noire serait la culture noire et la culture chinoise serait la culture chinoise et la culture je sais pas moi arabe serait la culture arabe. Non, pour les blancs, non seulement c'est une grosse culture en règle générale, et en plus de cela, cette culture-là est la propriété de tout le monde et de l'humanité tout entière. C'est un petit peu l'universalisme colonial des Blancs du siècle dernier qui se finit par se mordre la queue aujourd'hui. Parce qu'en fait, les mecs vont quelque part jusqu'au bout de la démarche. Vous avez voulu définir votre modèle comme le modèle de l'humanité. Bah aujourd'hui, ok, du coup, vous avez plus de copyright. C'est extrêmement intéressant sociologiquement. Mais encore une fois, moi, ce que je ne supporte pas, c'est la pratique du deux poids, deux mesures. Parce que je reste persuadé que ces mécanismes mimétiques, sacrificiels, d'organisation du tous contre un, d'exclusion toujours d'un individu des règles communes, n'est pas la bonne façon de régler les problèmes des sociétés et a fortiori de la planète. Mais les élites américaines, puisque ça ne se passe pas en France, ont
trouver dans ce mécanisme sacrificiel ce qu'il est fait pour apporter, hein, c'est la paix sociale. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de volonté de paix sociale dans un pays, certes, où il y a quand même un quart des blacks qui sont en tôle, quoi. Et où il y a des vraies inégalités raciales, particulièrement concernant les rapports entre la police et les Noirs aux États-Unis, même si les JW français qui en parlent n'y connaissent rien. Je n'ai absolument pas nié l'existence d'un racisme systémique déjà en soi, et encore moins aux États-Unis. Je dis qu'aller importer à la hâte, en faisant Google Translate, des discours de sociologues d'universités et de campus américains, comme si ça pouvait expliquer les situations qui se passent à la fac de droit de Assas ou à la fac de médecine de Jussieu, enfin j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, ça me paraît quand même relativement prétentieux, voire complètement con. Et on va rentrer dans ce modèle-là, alors que tu vas voir que les États-Unis commencent à en sortir. Notamment grâce à Trump, qui, tu vois, vous me reprochez tout le temps d'être anti-trumpien. Là, il a fait un truc bien, donc on va quand même le souligner. Il a mis fin à cette loi ridicule, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, comment se passent les examens d'entrée en mathématiques à Harvard. À l'étranger, Donald Trump a fait annuler des directives mises en place par Obama. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Pour comprendre le principe de la discrimination positive, voilà comment fonctionne un examen d'entrée en mathématiques à Harvard. Les Blancs n'ont ni bonus ni malus. Les Asiatiques qui, selon l'université, réussissent mieux en maths, partent avec un handicap de moins 140 points. Les Hispaniques, à l'inverse, avec un bonus de 130 points. Et les Afro-Américains avec un bonus de 310 points. Donc c'est toujours pareil, ce truc qui donne des bonus, parce que on en rigolait dans le premier live du truc du bonus-malus, mais ce machin-là, en fait, sert des fois de base juridique dans des règlements d'université aux États-Unis, quoi. Cette discrimination, c'est complètement scandaleux, quoi. Yeah, salut les chroniques sales, les Américains sont complètement à l'ouest, et ceux qui nous cassent les couilles ici sont complètement calqués sur leur logiciel, même si celui-ci est périmé depuis 20 ans. Tu as tout à fait raison, mais il faut corriger quand même quelque chose que j'ai souvent dit en vidéo et qui est une erreur, où je dis souvent que cette espèce de culture SJW débile est un truc qui a été de destruction, on va dire, des socles traditionnels, de déconstruction, que ces philosophies déconstructivistes, c'est un truc qui a été importé des États-Unis. Non, c'est un truc qui a été réexpédié des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils nous ont renvoyé le colis. Parce que la French Theory, ce que les Américains ont appelé ces théories déconstructivistes, c'est un truc français des années 60 qui a été intégralement bricolé par des chiches blancs hétéro-blancs sexistes, dominateurs, esclavagistes. Il y avait quelques nanas dans l'eau, mais sinon pour les cases, elles étaient toutes cochées. Français, qui ont appelé ça la French Theory. Nous, on a rétro-pédalé, on est repassé un peu en seconde, mais eux, ils l'ont rethéorisé et ils nous le renvoient dans la gueule avec le packaging hollywoodien, l'oncle Sam, les cheveux roses, les effets spéciaux, parce que c'est aussi leur savoir-faire. Mais c'est un truc que nous seuls, on avait bricolé comme des grands, hein, au départ. Ouais, bon, ils font un reboot de Charlie's Angel. Alors là, je vais pas te faire la même que sur Marvel, parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal, c'est les Charlie's Angels, donc c'est basé sur ça. Mais parce que je me suis fait emmerder la bite. Hein. Il y en a qui m'ont traité de réac après le dernier live où soi-disant Greta Bibian leur a dit les films de super-héros avec des nanas c'est à chier. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que la femme n'est servie justement qu'à être objetisée pour servir d'étendard à un message idéologico-politique, c'est de la merde. Mais maintenant, moi, je vais vous glisser un doigt dans le cul à tous les réacs, enfin à tous ceux qui m'accusent de réactionnisme, comme dirait Jamel Debbouze. Moi, je suis de la génération donc des débuts des années 80. Mon adolescence, c'était Buffy contre les vampires. C'est-à-dire que la série culte de tous les gens de ma génération, que j'ai vu 7 fois cette série, c'est une blonde mâle alpha ou femelle alpha dont la meilleure amie est une sorcière lesbienne et qui défonce du vampire, c'est-à-dire de l'homme alpha plus à longueur d'épisode. Et c'était badass à souhait. Et ça n'a fait chier personne. Donc encore une fois, ce qui m'emmerde, c'est la médiocrité. Ce n'est absolument pas, le principe, contrairement à ce que vous essayez de me faire dire. En concurrence, en plus, c'était Charmed. C'était moins burné, mais c'était Charmed. Mais tu vas voir que les JW vont te dire « Ah oui, mais je suis désolé, parce que Buffy, quand elle reçoit ses missions et qu'elle se prend des conseils, eh ben c'est de qui? C'est de Rupert Giles. Donc c'est un vieux mâle blanc, cisgenre, hétéro, de droite, conservateur qui boit du thé. Donc excusez-moi, c'est oppressif. » Voilà. Mais bien sûr, mais c'est... Si tu veux... Oui, puis t'avais aussi, la série sur M6, là, Dark Angel, ou je sais pas quoi, Dark Angel. Voilà. Donc, Non, c'est juste que vous faites mal votre taf, en fait. X-Files, 50% du casting, un rôle féminin. Et d'ailleurs, elle a eu raison de gueuler parce que putain, elle était payée la moitié de l'autre. Xena la guerrière, bien sûr. Ripley, Sarah Connor, voilà.
Qu'est-ce que tu veux qu'on te vende de plus ? On te vend du Twilight aujourd'hui et du Captain Marvel. Donc Twilight, regardez la vidéo de Durandal, quoi. Ce sont les pires clichés sexistes. C'est incroyable. Ils ne comprennent pas. C'est comme dans le Star Wars épisode 8, quand ces imbéciles, on va essayer de sauver la monétisation, décident de mettre des femmes, des Chinois et des Noirs dans le premier ordre, qui représentent les méchants du film. Vous êtes des crétins. Ils n'ont rien compris. C'est pour te dire à quel point ils sont bêtes. Ce qui faisait la spécificité des premiers Star Wars, c'est que dans les rebelles, ça c'est Durandal qui l'explique, tu avais, il a raison là-dessus, tu avais des femmes, tu avais des races extraterrestres, tu avais des mecs à moustache, tu avais de la diversité, et que l'Empire, lui, n'avait que des hommes blancs hétérosexuels depuis plus de 40 ans. Il était là, le message. Et ces cons n'ont tellement pas compris ça que même pour leur propre cause, non, on veut une représentation, on veut que les vieux, ils le voient. Ils vont te mettre cette représentation des minorités chez les méchants. On reste dans le même message que ce qu'on a vu dans le dernier JSPC. On a le droit d'être aussi cons que les autres. Tu vois ? On a le droit d'être des résistants, mais on a le droit d'être des connards. Mais vous avez le droit de tout. Mais vous ne comprenez pas. C'est absurde. La Sorbonne va créer du SJW avec son master des genres. Il y a un master des genres, là, de la Sorbonne. T'es en train de me dire ça. Vous savez, je vais plus les faire, les lives, parce qu'à chaque fois, après, je vomis. Donc, c'est chiant aussi. C'est... Quoi ? Putain ! Quoi ? Quoi ? Mais, enfin, je veux pas être réac, mais le but d'un diplôme, c'est de trouver un métier, je vais à un moment, quand même. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ouvrira à la rentrée 2019 une nouvelle formation de recherche sur le genre avec des spécialistes issus de 8 disciplines. Comment on se fout pas de ta gueule ? Art, histoire, économie, philosophie, sciences politiques, sciences des populations, tels sont les 6 parcours interdisciplinaires qui seront proposés aux premiers étudiants du master études sur le genre de l'université, en plus d'un bloc transversal. Et putain, il est... t'as vu ou pas comment il est transversal ? Débouché professionnel, ouais, parce que il faut quand même, après il faut vendre un truc, parce que les gens, je suis sur le site officiel, ils sont intéressés, c'est-à-dire ils se sont dit est-ce que je bouffe des pâtes, parce que d'un moment c'est mignon, mais il faut quand même me répondre. L'architecture du master offrira aux étudiants une formation solide et cohérente. Mais pour faire quoi ? Elle garantit également un ancrage disciplinaire fort. Ah bah voilà, donc c'est vrai que ça c'est... On sait toujours pas dans quoi on bosse, qui leur permettra de poursuivre un parcours dans le domaine des études de genre ou dans leur discipline d'origine. Ah d'accord, ils seront bien préparés à aller plus loin. C'est le but de n'importe quelle formation. On vous parle des débouchés professionnels. Le premier débouché du master études sur le genre est évidemment la recherche. Sans blague. Les étudiants seront ainsi bien placés pour entreprendre un doctorat au sein de l'université. Oui, mais après, bordel ! Il y a également d'autres perspectives, par exemple dans les métiers liés au respect de l'égalité. C'est quoi ? À part dirigeant d'une association, je veux dire, ou travailleur bénévole pour une association. Quel est ou la lutte contre les discriminations. D'accord, donc c'est un master SOS racisme. Il faut dire les trucs. L'expertise en genre constitue désormais un besoin des organisations. L'expertise en genre constitue désormais un besoin des organisations. C'est vrai, ils ont besoin. C'est-à-dire que même moi, pour mon entreprise, des fois, je me dis, ah, tu vois, là, on a quelqu'un pour la compta, on a un avocat pour les procès, on a un mec pour la censure, on a un juriste mais on n'a pas d'expert du genre. C'est pour ça que la chaîne décolle pas non plus des masses. Je veux dire, il faut... D'accord, moi j'en ai pas besoin. Peut-être il y a des gens, ils ont besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des gens il y a peut-être des gens qui auraient besoin parce qu'il y a des gens qui vont loin. Il y avait eu, donc on en avait parlé, l'école qui avait blackwashé là. Ils avaient photoshopé 3 étudiants sur leur photo annuelle de classe pour mettre des noirs. Et là, les amis, on a la même. Cette photo donc, qui a été prise, donc la photo que vous voyez là par un magazine américain, GQ, ce sont les patrons de la Silicon Valley. Vous voyez 15 hommes et 2 femmes, vraiment l'élite de la nation, comme on dirait, c'est le vrai JVC Americans. Non, c'est pas 4chan, mais c'est l'élite de la nation, vraiment. Sauf qu'il n'y avait pas des femmes dedans. Et qu'ils ont rajouté les femmes dedans. Ils ont rajouté là l'espèce de Brigitte Macron Ecoplus ultra pixelisée comparée aux autres, avec les godasses
qui sont complètement parallèles, enfin qui sont en angle droit alors qu'elle est droite. Donc il y a moins d'avoir une sciatique au dernier degré, ou de s'être fait casser la colonne vertébrale façon Vegeta versus Jiren, c'est quand même un peu compliqué. Et donc sur la photo, voilà, ils ont rajouté 2 femmes. Donc c'était vraiment 2 nanas de la Silicon Valley, hein. Il n'y a pas d'arnaque. Ils les ont rajoutées après, par contre, à la photo de groupe, où ils n'étaient pas à l'origine, comme vous pouvez le voir, sur cette version de la photo. Voilà. Donc c'est complètement ouf, quoi. C'est complètement ouf, mais bon, est-ce que véritablement c'est étonnant? Ce n'est pas étonnant, c'est le progrès. Vous avez vu, il y a même des points progrès dans les épisodes. Et donc oui, Marion Maréchal Le Pen, elle s'est pris une petite tape dans le museau, parce qu'elle était invitée au dîner du MEDEF. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que donc le MEDEF s'est loué une paire de couilles pendant 20 minutes qu'ils ont dû rendre à la boutique parce que visiblement elles étaient défectueuses, et ils ont dit qu'ils allaient inviter Marion Maréchal Le Pen au prochain dîner du MEDEF. Prochaine réunion du MEDEF, là. Et donc, bien évidemment, toute la gauche s'insurge, une partie de la droite s'insurge. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce qu'ils sont revenus tout de suite sur leur décision. Oui, mais la pression était trop forte pour le MEDEF. Pression politique, d'une part, parce qu'on a entendu hier des députés La République En Marche dire qu'ils boycotteraient purement et simplement leur venue à l'université d'été du MEDEF si Marion Maréchal y participait, sachant que des ministres sont invités, eh bien, ça les aurait mis, eux, en porte-à-faux, donc ça risquait de créer un débat interne à La République En Marche avec le gouvernement. Et puis, la pression des patrons aussi, puisque on a entendu des réactions, notamment de l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Mais il faut souligner que traditionnellement, quasiment depuis la libération, on pourrait dire, eh bien, la position du MEDEF, de l'organisation patronale, et même du CNPF, qui ne s'appelait pas encore MEDEF à l'époque, ça a été de dresser une digue face à l'extrême droite. Et Geoffroy Roux de Bézieux, en invitant Marion Maréchal, eh bien, faisait une entorse à ce principe historique du patronat, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a vu se dessiner clairement ce clivage dont on a parlé plus tôt dans le live, entre cette droite politique et cette droite sociétale. C'est-à-dire presque entre la droite politique et la droite patronale, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire la droite patronale à la Laurence Parisot, qui veut faire barrage à la haine et qui nous a sorti en larmes son bon vieux logiciel gauchiste, elle est team Macron forever. Et de l'autre côté, tu as toute l'équipe de ceux qui sont opposés à la haine, hein, qui sont en général assez sudistes. Christian Estrosi, par exemple, qui clame sur tous les réseaux sociaux que le rassemblement, avec le Rassemblement national, pour le coup, c'est une super idée. Et il se prend la tête en permanence avec Geoffroy Didier, le jeune et dynamique de service. Mais d'ailleurs, je pense que la distinction, moi, elle se fait au niveau du territorial beaucoup, que ceux qui aujourd'hui ont des ambitions politiques qui sont avant tout régionales ou avant tout municipales, qui sont ancrées, tu vois, dans leur ville, ils ont plus envie de prendre le risque des alliances sur les questions identitaires, parce que c'est aussi ça qui fait beaucoup voter dans ces villes-là, plus que les grandes orientations. Alors que ceux qui ont peut-être plus une ambition présidentielle un jour, ou une ambition d'être des ministres clés, ou des premiers ministres, ou des choses comme ça, ou des gens qui pèsent plutôt, et qui font plutôt de la politique à l'échelle nationale, eux, ils sont encore dans la nécessité de s'opposer à la haine et de s'opposer au populisme, parce que ce discours marche beaucoup mieux à cette échelle-là. Je pense que c'est avant tout une question d'ambition politique. Moi, je crois pas dans l'équipe qu'il y en ait qui soient véritablement opposés au nom des valeurs. Je pense qu'après 5 ans de JSPC, on peut tous en témoigner, les valeurs, ça va, ça vient, et surtout, ça reste jamais vraiment en place. Et je crois que dans ceux qui sont beaucoup opposés à la haine, il y a aussi beaucoup d'ambition, peut-être à titre personnel. Voilà, Geoffroy Didier, qui est vraiment le gros leader de ce bloc contre la haine, du bloc républicain. Je trouve que parfois, il en fait un peu trop quand même. Mais Geoffroy Didier, je l'aime bien, parce que lui, il est La République En Marche, mais c'est pas pour la même raison. C'est parce qu'il est beau. Ouais, il est beau. Geoffroy Didier, il est beau. Voilà, je l'ai dit. Voilà, il est beau. C'est comme Julien Rochdy, ils sont beaux. Voilà. Un petit côté, Geoffroy Didier, il y a un petit côté mannequin Hugo Boss, ouais, des années 40, mais c'est pas grave. Il est beau. Voilà. Mais je lui prêterai pas 100 balles. Mais il est beau. J'avais envie de le dire. Vraiment, il pourra se recycler si la politique, ça plante, et vu ce que devient la droite, et vu ce que va devenir sa ligne, pas sûr. Mais bon, voilà. Et c'est très bien, quoi. L'interdiction du débat, l'interdiction du vote, au nom de la lutte contre la haine. C'est pas un homme rassurant de droite, ça. C'est pas un... Oh,
Oula, on dirait un Bogdanov, là, il a vieilli. Ah merde! Ah oui, on dirait un Bogda. On dirait un Bogda. On dirait un Bogda, mais non, mais si t'oublies, regarde. Mannequin Hugo Boss. Tu le vois dans son sourire qui pense que t'es une pute. Regarde! Il va pas te vendre une montre Zanzanzauer, là, ou un casque à la con, lui. Il est... Arrête. Il est jeune et dynamique. Tu vois? Regarde, non, les femmes, qu'est-ce qu'elles pensent, les femmes? Moi, je veux voir la vie des femmes. Oui, mannequin des Galeries Lafayette. Mais attends, quand je dis mannequin, je parle au sens propre, hein. Je parle pas de la personne dont c'est le métier. Je parle des mannequins en plastoc. Non, il a une tête en plastoc. Il a une tête à pas 30 tes 100 balles et à envahir la Pologne. Ma femme dit pas mal sans plus. Voilà. On est sur du pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, saucisson? Saucisson, t'as un avis ou... T'en as rien à foutre, hein, si... Ah, oula. Oh là là. Oh, le réveil. Oui. Oh, les yeux n'ont pas ouvert, par contre. Non, pourquoi? Pourquoi je les ouvrirais? Allez vous faire enculer, je dors. M'emmerdez pas. Voilà. Hop. Ah, j'avais promis qu'elle serait là.